Les intérêts des uns ou des autres seraient-ils menacés en Afrique? À l'analyse des récents propos de Jean-Yves Le Drian, puis de Florence Parly, respectivement ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et ministre des Armées de la République française, on est en droit de se poser cette question. À l'ouverture du forum de Dakar sur la paix et la sécurité, Florence Parly n'a pas hésité à mettre en garde contre toute manipulation intéressée de puissances opportunistes en République centrafricaine. Le bourreau désigné semble être la Russie, dont l'influence ne cesse de croître en RCA. Quant à Jean-Yves Le Drian, lors de sa visite à Bangui, il y a peu, il avait annoncé une aide de 24 millions d'euros et des livraisons d'armes. Qu'est-ce qui inquiète Paris? Quel objectif vise l'offensive russe en République centrafricaine, offensive également, cette fois-ci de la Grande-Bretagne avec une tournée du prince Charles et son épouse Camilla. Gambie, Ghana et Nigeria ont notamment reçu la visite du couple qui vise officiellement à préserver des liens avec les pays membres du Commonwealth dans un contexte qui est celui de la Grande-Bretagne. Cette visite peut-elle avoir d'autres visées? Des visées, les sécessionnistes en ont toujours au Cameroun, malgré la victoire de Paul Biya au scrutin d'octobre. Et comme un symbole, c'est le jour de 7 ans au pouvoir que le président Biya a choisi pour officiellement rentrer dans son 7e mandat. Mais les manifestations à l'appel de Maurice Kamto, l'opposant principal du chef de l'État, ont été dispersées sans ménagement. Kamto qui dénonce d'ailleurs le siège de sa résidence par des policiers. Le président Biya a lui dit entendre les plaintes issues des régions anglophones tout en affirmant que la plupart des personnes vivant dans ces régions aspiraient à la paix. Un avis qui n'est sans doute pas partagé par des séparatistes qui auraient enlevé en quelques jours pas moins de 90 élèves avant de les libérer. La libération, c'est sans doute ce qu'espèrent Biram Daould Abed et les autres militants des droits de l'homme mauritaniens qui sont détenus. Ils pourront, dans cette quête, compter sur les États-Unis de Donald Trump qui met fin, à compter du 1er janvier 2019, à l'admissibilité de la Mauritanie aux avantages en matière de préférences commerciales en vertu de la loi sur la croissance et les perspectives économiques en Afrique, AGOA. En cause, selon Washington, les pratiques de travail forcé et d'esclavage héréditaire. Une décision ridicule selon le porte-parole du gouvernement de Mauritanie qui pointe les 2 poids, 2 mesures des autorités américaines. Les difficultés rencontrées par Diane Rwigara au Rwanda seront aussi abordées si le temps imparti à cette émission le permet. Le parquet rwandais requiert 22 ans de prison contre l'opposante ainsi que sa mère, accusée entre autres d'incitation à l'insurrection et de falsification de documents dans un procès expéditif. Traque d'opposants, regain d'intérêt et sanctions, l'Afrique est-elle prise entre plusieurs feux? C'est le thème de ce marathon de l'actualité sur le continent africain. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. Place au débat, ce sera juste après ceci. Et sur ce plateau, d'abord, Élisée Eribella Belladjovi, bonjour. Bonjour Joannès Toanou, chers téléspectateurs, bonjour. Vous êtes journaliste internationaliste, vous êtes également écrivain, auteur notamment de La diplomatie béninoise à l'ère du changement et ainsi croit-il mon carnet de voyage sur l'AS Cotonou-Beijing et 40 ans après. Face à vous, aujourd'hui, Kémy Séba, bonjour. Bonjour mon cher frère. Vous êtes président de l'ONG Urgence panafricaniste, vous êtes également écrivain, entre autres on peut citer L'Afrique libre ou la mort, c'est votre dernier ouvrage. Avant cela, il y avait eu Supra-Négritude, il y a aussi eu Black Nihilisme. Kémy Séba, qu'est-ce qui explique de votre entendement les feux nourris que tirent les personnalités françaises que sont, par exemple, le ministre des Affaires étrangères et son homologue des armées? Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire maths sup ou maths p pour comprendre et constater que pendant des années, la France a vu la Centrafrique être son véritable précaré, sa bijouterie, être son terrain de jeu, où elle a pu monter les ethnies les unes contre les autres, créer un climat de chaos et se servir de ce climat de chaos, toujours dans cette stratégie politique de diversion, pour par la suite pouvoir se nourrir dans les ressources du pays, des ressources qui ne bénéficient pas aux populations locales, mais qui ont bénéficié pendant des années à l'oligarchie occidentale et à l'oligarchie française avec plus de précision. L'arrivée de la Russie a déstabilisé cette stratégie.
Je sais que certaines personnes s'opposent à ça, notamment celles qui sont cooptées par la France, qui aiment présenter la Russie comme l'entité méchante, mauvaise, qui vient piller les ressources, etc. Comme si, avant que la Russie arrive, la France elle-même était la gardienne des valeurs et de la souveraineté centrafricaine. La France a réussi à faire en sorte que ce pays est devenu un cimetière à ciel ouvert, à monter, à créer des conflits interreligieux qui n'existaient pas auparavant entre des chrétiens et des musulmans, alors que dans les familles centrafricaines, il y a des chrétiens et des musulmans dans une même famille, ça n'a jamais été un problème, mais la France a exacerbé ces tensions, et maintenant qu'une entité exogène qui n'est pas parfaite, parce qu'on va être très clair, la Russie ne doit être le messie de personne, cette nation n'est certainement pas la mienne, en tout cas en tant que telle, mais je constate une chose, c'est que partout où elle est allée, de la même façon qu'en Syrie, elle a réussi à sécuriser le processus de souveraineté de Bachar al-Assad, en Centrafrique, elle a mis fin, elle est en train, pas complètement, mais elle est en train de mettre progressivement fin au conflit. Elle a une méthodologie qui n'est pas une méthodologie sucrée, c'est pas une méthodologie non violente, c'est le moins qu'on puisse dire, mais sa démarche fait en sorte aujourd'hui de pouvoir stabiliser beaucoup plus le pays, et ça gêne tous les candidats politiques qui sont soutenus par la France, parce qu'il y en a beaucoup en Centrafrique qui mangent dans la gamelle de la France et qui donc diabolisent la Russie et disent mieux vaut la France, d'accord, que la méchante Russie. Mais seuls les abrutis, d'accord, ne comprendront pas ce qui est en train de se dérouler dans cette situation. Camille Seba, vous parlez de politique qui serait en train de manger dans la main de la France. Est-ce que Élisée Ribella Belladiouville est-il entendu ça et là depuis peu, ou encore la destitution d'Abdul Karim Mekassoua, ex-président donc de l'Assemblée nationale, peuvent être liées à tout ceci? Mais vous savez très bien qu'effectivement, nous sommes dans un pays francophone et depuis 1885, avec le partage de l'Afrique à Berlin, vous savez très bien que les différentes puissances ont essayé de garder leur giron et que les deux guerres mondiales ont mis, par exemple, de côté l'Allemagne qui est en train de revenir avec sa présidence du G20 en Afrique en force, et que, par exemple, Paris, puisque c'est de Paris qu'on parle, Paris, en Centrafrique, avait pignon sur rue et donc pouvait manipuler les communautés les unes contre les autres, puisque c'est à ce prix-là, c'est à ce prix que l'hégémonie de Paris se manifeste. N'oubliez pas que nous avons une architecture politico-administrative qui ne répond pas à nos réalités intrinsèques en tant qu'Africains, et que tant que nous n'arrivons pas à mettre en place un système qui réponde à nos aspirations, nous serons bien sûr manipulés. Et vous voyez très bien que ce qui est en jeu, c'est bien évidemment les richesses du sous-sol de la Centrafrique, et que, par exemple, à côté, au Cameroun, vous savez que le même problème se pose quand, depuis 2009, le président Paul Biya, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, avec ses 36 ans de pouvoir, a décidé alors de rompre le statu quo, ce qui est arrivé. C'est la même chose qui se passe en Centrafrique aujourd'hui avec la Russie qui aide militairement en termes d'accompagnement défense et sécurité à vraiment amener une certaine sécurité en Centrafrique. Et puis ça ne fait pas plaisir à Paris, puisque Paris ne peut plus faire ce qu'il veut. Et donc, vous comprenez très bien que ça amène les autorités du côté de la France à réagir comme ça se passe. On sait très bien que la Russie n'est pas un messie. Je suis complètement d'accord avec Émile Seba sur cet aspect, mais qu'actuellement, nous sommes bien obligés de chercher des partenaires qui peuvent nous aider à sortir de ce goulot d'étranglement qui est très important. Voilà. Alors, la France a accordé une aide de 24 millions d'euros et engage une médiation aussi entre les groupes armés. Que gagne aujourd'hui cette France-là qui a quand même choisi de plier bagage à travers l'opération Sangaris il y a quelques années, à revenir en force aujourd'hui en Centrafrique, même si Jean-Yves Le Drian estime que la France n'est jamais partie. Pierre Roman, je pense qu'on connaît tous cette histoire. C'est-à-dire qu'on vient mettre le feu, et après on vient jouer la personne qui dit le feu, les flammes, ce n'est pas bon. Il faut réussir à les éteindre, il faut qu'on mette toute notre énergie pour le faire. Et il y a évidemment des lobotomisés qui peuvent croire à cette réalité. Mais la réalité sociétale de la Centrafrique, la réalité politique de la Centrafrique, c'est que, comme mon frère et camarade l'a dit tout à l'heure, depuis la période de la colonisation, du découpage, de la balkanisation du continent, la Centrafrique a été le précaré de la France. Dans ce pays, c'était son jardin.
D'accord ? C'était son jardin, c'était sa bijouterie. Elle pouvait se servir dans tout. Elle a vu une entité exogène qui est venue la bousculer. Il ne faut pas qu'on soit naïf dans l'action de la Russie. C'est-à-dire que la Russie ne vient pas simplement pour stabiliser la sécurité. Ce ne sont pas les justiciers de l'humanité qui disent... Les mêmes objectifs que la France alors ? Et on va être clair. Elle est dans une démarche de récupérer un certain nombre de ressources. Mais la différence, c'est dans la proportion de ce qui est pris comparativement à ce que la France prenait. La France, depuis la période de la colonisation, a toujours été dans une démarche unilatérale de pillage sans contrepartie. La Russie arrive, forme l'armée centrafricaine, c'est quelque chose que personne ne peut nier, d'accord, stabilise le terrain, ce que la France n'a pas fait, puisque la France a mis le feu à ce terrain-là, et en échange, prend des marchés, comme elle le fait en Syrie. La Russie fait la même chose. Elle ne vient pas pour les beaux yeux de Bachar al-Assad et de sa femme. Elle vient aussi parce qu'en échange de la stabilisation du pays, elle a une densification par rapport aux bases militaires, elle a accès à un certain nombre de ressources, elle a fait cette chose-là à différents endroits, elle fait cette méthodologie-là aujourd'hui en Centrafrique en s'appuyant sur un processus politique explicite qui s'appelle le droit au souverainisme. Refuser qu'une force occidentale ou autre en réalité vienne quelque part imposer sa grille de lecture de un et imposer son pillage unilatéral de l'autre. La Russie a accès à des marchés, mais dans le même temps aide et apporte une contribution militaire, politique et sécuritaire à la Centrafrique. Ça ne peut pas être pire que le chaos qui a été connu auparavant par la France, qui a été effectué par la France, sauf pour les personnes qui sont payées par cette même France, évidemment. Élisée Belabella-Diovi, est-ce que, selon vous, l'une de ces puissances occidentales-là est vraiment mieux que l'autre ? Est-ce que ce n'est pas juste déplacer le problème que de quitter la France pour la Russie? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le président Touadéra est gardé par des Russes. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas quand même un aveu d'échec en tant qu'Africain? Ah non, vous savez très bien qu'il y a ce qu'on appelle en géopolitique la contradiction principale et des contradictions secondaires. Lorsque vous voyez une puissance qui, pendant un centenaire, vous a mis à genoux, et qu'une autre puissance vient, même si vous savez très bien que cette puissance ne vient pas pour faire de la philanthropie, mais que les bases sont très claires. Je vous aide à vous sécuriser, je forme vos militaires, je vous donne les matériels, la logistique nécessaire pour vous sécuriser, et en retour, nous discutons par rapport aux richesses du sous-sol, ce que vous pouvez nous donner. C'est mieux que prendre tout, avoir pignon sur rue et ne rien laisser. Pire, créer une situation, le chaos contrôlé, comme on le dit dans le jargon géopolitique. Donc, dans ces conditions, je peux vous dire clairement, en attendant qu'en tant qu'Africains, nous retrouvons un système qui réponde vraiment à nos réalités intrinsèques et que nous nous mettons ensemble pour construire une Afrique forte. En attendant, nous avons besoin alors de construire des partenariats avec notamment des pays émergents, notamment les BRICS, dont fait partie la Russie, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit au niveau de la sécurité, pour faire face au même ennemi, puisque l'ennemi commun, c'est l'Occident. Voilà. Camille Seba. Je veux juste rajouter un point qu'on a tendance à volontairement oublier. La Russie est quasiment un État-nation. C'est-à-dire qu'un État-continent, excusez-moi. C'est-à-dire que dans ce pays, il y a des ressources incommensurables en termes de ressources minières que la France n'a pas. Ne comparons pas les ressources naturelles et minières de la France aux ressources minières de la Russie. La Russie n'a pas le même manque ou le même besoin de ces ressources que la France. Ça n'empêche pas que partout où elle peut s'approvisionner, elle va le faire parce que sur le terrain énergétique, on a toujours besoin d'en avoir plus, mais il n'en demeure pas moins que le besoin de l'un ne peut pas être comparé au besoin de l'autre. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a un rapport beaucoup plus ordonné, organisé, structuré de cette quête de ces ressources énergétiques comparativement à la France qui, elle, a toujours été dans un pillage dérégulé par rapport à cette question. Sans oublier un autre aspect qui est l'idéologie. L'idéologie, nous avons eu une Russie communiste, quel que soit ce qu'on peut en dire, même s'il y a eu l'effondrement du bloc soviétique, la pensée, c'est qu'il faudrait travailler pour le peuple. Et donc, dans ce sens, quel que soit comment la Russie, dans ce partenariat avec l'Afrique, les pays africains, va rechercher ses intérêts, il y a quand même cette idéologie qui ne peut pas partir du jour au lendemain. Donc, je pense concrètement que la vision qui amène quelqu'un à agir avec vous est très important à apprécier. Or, on sent que l'Occident estime que nous sommes là juste
pour être des pourvoyeurs de matières premières et consommateurs de ressources, de produits manufacturés, alors qu'avec la Russie, sans que cela ne soit de la philanthropie, ils savent très bien qu'il faut commercer, il faut échanger, il faut prendre pour recevoir. Et donc, l'idéologie qui sous-tend l'action est aussi quelque chose de très important à apprécier. Voilà. Même si le communisme, aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est présent en Russie. Tournée africaine du prince Charles, en Afrique de l'Ouest notamment, est-ce qu'il y a des non-dits selon vous? Est-ce qu'il y a des non-dits? Non, mais les non-dits sont simples, c'est qu'on est dans du pur un soft power à l'anglaise. On sait très bien déjà que les Africains sont des fans de la royauté. Moi, j'ai jamais compris cette fascination pour la reine d'Angleterre comme si c'était notre reine. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que l'amour de cette dernière soit présent à l'encontre de nos populations. Mais on est un peuple de royauté, originellement parlant, et donc par conséquent, on est très sensible sur cette question. Et on sait très bien que la Grande-Bretagne aujourd'hui est en perte de vitesse sur bon nombre de points. Il y a une montée des peuples en termes de contestation vis-à-vis de ce processus du Commonwealth en tant que tel. Et revenir faire une opération séduction, on parle du prince Charles, on oublie une chose, c'est que son fils, il n'y a pas longtemps, lui aussi venu dans différents pays d'Afrique avec sa femme afrodescendante. C'était encore plus pratique pour faire cette démarche-là, et toujours pour être dans cette logique séduction. L'Angleterre a très bien compris, beaucoup plus compris la psychologie de l'Africain. En l'occurrence, l'Afrique anglophone est très différente, c'est vrai, de l'Afrique francophone, mais a compris la psychologie de l'Africain bien plus que la France, qui, elle, est venue apposer son schéma, là où l'Angleterre essaie peut-être de s'adapter un peu plus à la mentalité des populations, ce qui n'empêche en rien qu'un néocolonialisme se fasse aussi sur ce terrain-là. Voilà. On a vu Melania Trump récemment dans pas moins de 4 pays, notamment le Kenya. Il y avait eu Angela Merkel peu avant. Là, c'est le prince Charles, héritier du trône. Qu'est-ce qui explique cette effervescence des grandes puissances, je dirais, occidentales, notamment en Afrique? Oui, avant de parler de cette effervescence occidentale en Afrique, il faudra dire que, vous avez parlé tout à l'heure du prince Charles et de son épouse, et il faudra dire que si vous regardez sur le terrain, la colonisation anglaise ne s'est pas passée exactement comme la colonisation française, même si, en fin de compte, tout cela vise à nous exploiter. Et il faut quand même comprendre que du côté anglais, on a cherché à pourquoi pas installer des usines, transformer les choses sur place, même si le résultat final, c'est de nous exploiter, de nous surexploiter. Et vous avez vu, lorsque le prince Charles est venu, et avant lui, la première ministre, Theresa May, le prince Charles a dit clairement qu'il revient en Afrique et qu'il revient notamment dans les pays sous influence anglaise, notamment les pays du Commonwealth, à quelques jours de la fin du Brexit pour renforcer les liens. Ça voudra dire que l'Angleterre dit clairement: les pays avec lesquels j'ai des liens resserrés en Afrique, je reviens parce que je ne suis plus dans l'Union européenne bientôt. Donc, on doit faire les affaires davantage ensemble. La vision est quand même claire. Plus que, et vous avez vu, si vous regardez les résultats, quand vous prenez les pays, quand on prend déjà l'espace francophone, l'évolution des pays francophones par rapport aux pays anglophones, ce n'est pas la même chose. L'assimilation ne se passe pas de la même manière. Il y a d'un côté une aliénation complète, totale. De l'autre côté, il y a aliénation, c'est vrai, mais il y a quand même que la Grande-Bretagne estime, et je pense que c'est également l'influence du protestantisme en Grande-Bretagne qui joue, estime que même en voulant exploiter les autres, il faut permettre à ce qu'on donne une certaine image quand même d'humanisme. Et pour en venir à votre question, notamment par rapport à pourquoi tout le monde vient en Afrique, et il n'y a pas que les pays que vous avez cités, même la Russie, la Chine est venue, la Russie aussi est venue également en Afrique. Il faut comprendre que aujourd'hui l'Afrique est le continent d'avenir et que on a beau nous piller, on a beau nous détruire, on a beau même inventer des maladies pour nous décimer. Aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi nous sommes aussi nombreux et que nos ressources sont encore chaque fois plus nombreuses. On a l'impression que chaque fois même, plus on les exploite, plus il y en a davantage. Donc, on dit, c'est eux-mêmes leurs statistiques qui disent que d'ici à l'horizon 2050, on sera plus de 2005, alors que l'Europe, c'est vieillissant et en plus la population diminue malgré l'évolution. Donc, ils ont tout intérêt alors à agir avec nous. C'est à nous
de savoir maintenant faire nos choix stratégiques et d'abord nous unir. Voilà. Et Kamiseba, pendant ce temps, Paul Biya entame l'énième mandat, on va le dire comme ça, à la tête du Cameroun. Est-ce que c'est le mandat de trop, selon vous? Je pense qu'on s'est déjà suffisamment... En tout cas, en ce qui me concerne, je me suis beaucoup prononcé sur Biya. J'ai déjà dit ce que je pensais de ce dernier. Vous avez parlé de 36 ans tout à l'heure de règne. On ne va pas parler de présidence. J'ai 36 ans. Donc je sais la durée, parce que je me considère vieux, je suis père de famille. Et donc 36 ans à la tête d'un pays, j'ai envie de vous dire, si c'est à la tête d'un pays et que vous avez réussi à construire, à bâtir, à préserver, à protéger ce pays, il n'y a pas de problème. Moi, Thomas Sankara serait vivant et aurait dirigé 36 ans, ça ne m'aurait pas choqué. Fidel Castro a dirigé son pays longtemps, il a protégé son pays. Je ne suis pas sûr qu'on puisse comparer Paul Biya à Fidel Castro, ni à Thomas Sankara. Monsieur Muammar al-Kadhafi, lui aussi, a dirigé longtemps son pays, mais le bilan de la Libye sous Kadhafi n'est pas le bilan du Cameroun sous Paul Biya. Maintenant, je ne vais pas non plus passer mon temps, à titre personnel, à prononcer sur ce pays, pour la simple et unique raison que je pense que ceux qui sont les plus à même de parler de ce pays, ce sont les Camerounais eux-mêmes. Il y a eu un certain nombre d'opposants qui ont essayé d'exister. Maurice Kamto, dont les partisans subissent une répression réelle. Il ne s'agit pas d'être partisan de Maurice Kamto pour dire ça, mais il faut constater. Moi, je ne peux pas comprendre qu'en Afrique, dès que quelqu'un s'oppose idéologiquement à vous, plutôt que la force des idées, ce soit la persécution frontale, physique, qui soit présente, la violence politique qui soit instaurée et installée. Et je pense que c'est en réalité l'illustration d'une décrépitude quelque part de nos systèmes politiques en Afrique. Je pense qu'il faut qu'on regarde notre méthodologie, notre ontologie historique, qu'on voit de quelle manière nous avons été habitués à fonctionner pour savoir si oui ou non la démocratie telle qu'elle nous est apposée est quelque chose de valable. Parce que de toute évidence, Paul Biya ne connaît pas le processus démocratique. C'est quelque chose qui n'existe pas pour lui. Et j'ai envie de vous dire, la démocratie n'est peut-être pas la solution ultime, mais que quand un chef est nommé, que ce chef puisse accomplir ce pourquoi il a été nommé. S'il ne le fait pas, quelle que soit sa durée au pouvoir, qu'il quitte. Et je pense que le problème n'est pas tant la durée de Paul Biya, mais le peu de choses qu'il a fait durant cette longue durée de règne. Voilà. Aujourd'hui, au Cameroun, Élisée Bella-Diovi, ce sont aussi des enfants qui sont enlevés. On a l'impression que le risque que cette crise s'éternise est un risque réel et que c'est de plus en plus effectif. Oui, je pense que la situation du Cameroun ne peut pas être appréciée de façon isolée et que je suis complètement d'accord que tout ce que nous vivons, y compris au Cameroun, est dû à comment, de l'indépendance à aujourd'hui, nous avons un système qui ne nous appartient pas. Et que quand on parle de démocratie et que les pays occidentaux en font les chantres, on a quand même compris que l'appréciation de la démocratie ne se fait pas sans les réalités intrinsèques des pays. Et que si je prends, par exemple, l'Empire romain, on peut tout dire, mais lorsque au Sénat romain, il y a eu vraiment de la déconfiture, on a vu Jules César venir de la Gaule pour remettre de l'ordre et pour remettre l'économie en marche. Et c'est la seule fois vraiment où le peuple a été d'accord avec un chef qui s'est fait appeler lui-même un dictateur. Donc la notion de dictature telle qu'on nous raconte ici, ce n'est pas exactement ce qu'il y a. Parce qu'on peut bien être dictateur, c'est-à-dire, entre griffes, venir mettre de l'ordre, mettre, comment on appelle, l'économie en marche, être intègre et amener tout le monde à travailler sans que ce ne soit hors de la démocratie. Maintenant, si nous arrivons à la spécificité du Cameroun, ça me dérange personnellement parce que Paul Biya a 36 ans après et par rapport aux résultats qu'il a eu en son temps, j'aurais bien aimé qu'il parte. Mais je peux vous assurer, si je regarde les enjeux géostratégiques d'aujourd'hui, Paul Biya, il ne pouvait pas ne pas revenir parce qu'on a un pays qui, depuis 2009, a dit par rapport à la coopération militaire avec Paris qu'il renonce à cela. Et par rapport à ça, a réorienté sa coopération militaire et de défense, notamment avec Beijing, notamment avec Moscou. Et donc, dans ce sens... Avec Israël aussi. Avec Israël aussi. On est dans une situation difficile. On est dans une situation difficile au Cameroun
Et il y a un plan clair. Donc pour cela, il faut tolérer Paul Biya. Il y a un plan clair de déstabilisation du Cameroun. Heureusement, du côté de la Centrafrique, la Chine, la Russie sont également là, puisque c'est un point. Et le Nigeria, le nord du Nigeria également. Donc on se retrouve dans une situation que moi je n'aurais pas voulu que Paul Biya soit là, mais actuellement, soit c'était Paul Biya, soit ça va vous choquer, les militaires prennent le pouvoir. Parce qu'il y a un enjeu actuel qui ne permet pas de laisser le Cameroun de n'importe quelle manière. Une situation grave va se présenter. Juste pour rebondir dessus, que les militaires prennent le pouvoir, je ne pense pas que Sankara était militaire, ça n'a pas empêché de diriger honorablement le pays. Moi, il y a une réalité, c'est qu'en effet, il y a un risque d'implosion et de sécession à l'intérieur de ce pays. Il y a des velléités exogènes qui veulent déstabiliser cette contrée. Là où j'ai un peu plus de recul, c'est que la plupart des régimes autoritaires ont toujours exhibé cette menace, brandi cette menace de risque d'implosion, de sécession, s'ils ne continuent pas, exactement, s'ils ne continuent pas à régner. Et même si ce risque existe réellement, je suis beaucoup plus nuancé. Je pense que quelqu'un comme Kamto, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui sera allé manger dans la main des Français. Je n'arrive pas à croire à cette réalité-là pour connaître un petit peu le personnage, même s'il est loin d'être le champion du souverainisme, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, là aussi, de par ses partisans. Mais ce n'était pas la garantie d'une stabilité ou d'une souveraineté établie camerounaise ne dépend pas de Paul Biya. Je pense qu'il a pris ce prétexte-là pour essayer de stabiliser les choses, et ça n'a pas servi réellement, parce que le résultat des élections, c'est pas une volonté du peuple de dire si c'est pas Paul Biya, notre peuple va imploser. C'est le trucage systémique des élections qui a été effectué, qui a permis justement que Paul Biya soit présent aujourd'hui, et je pense que c'est un drame pour les peuples qui aspirent à une autodétermination réelle. La démocratie n'est pas dans son acception occidentale, n'est pas la solution. J'ai même envie de vous dire qu'elle n'existe pas forcément. Nous allons en Occident, ils sont tous gauche ou droite. Une fois que l'élection est passée, ils vont tous vers la finance internationale. Donc leur opposition est une opposition de façade, et donc ils ne peuvent pas nous donner des leçons de démocratie. Mais un chef qui dirige pendant 30 ans sans avoir un seul résultat probant, c'est un chef qui doit être dans une démarche d'auto-questionnement, d'autocritique et de départ s'il voit que son bilan est négatif. Voilà. Il doit rester, selon vous? Non, personnellement, qu'il reste ou qu'il ne reste pas, ce n'est pas cela ce qui est important. Mais vous pensez que sa présence est importante qu'actuellement, quitte à ce que d'ici quelques mois, que le système soit revu, en tout cas. Les Camerounais, je ne suis pas du Cameroun. Les Camerounais n'ont pas accès à la parole. C'est les Camerounais qui doivent faire le travail. En revanche, je ne suis pas d'accord avec Kémy Séba. Je ne suis pas allé au Cameroun. Mais pour les informations que j'ai, depuis 2009, en diversifiant ces partenariats, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué au Cameroun. Moi, j'ai travaillé là-bas et vécu là-bas. Il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué au Cameroun. Cela dit, je vous l'ai dit dès le début, je ne suis pas un partisan de Paul Biya. Il n'a pas eu pendant longtemps de résultats, mais actuellement, il faut que les Camerounais... mais il est là, comme vous le voyez. Mais j'aurais aimé que cette fois-ci, il travaille vraiment à ce que les Camerounais travaillent à ce que la situation change. Quitte à ce que, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, que le vieux aille se reposer, qu'il y ait une autre personne qui prenne la place. C'est compliqué, mais c'est comme ça que je vois la chose. Est-ce que vous avez le sentiment que Paul Biya va quitter le pouvoir? La mort fait en sorte que tout le monde quitte. Donc 86 ans, il est plus proche de la fin que du berceau, je pense. Bon, moi, j'ai vécu au Cameroun, donc j'ai l'avantage de l'expérience du terrain. J'ai été dirigeant d'une chaîne, j'ai quitté parce que j'ai vu que l'état de décrépitude politique, administrative du pays... On a notamment des journalistes aujourd'hui embastillés, juste pour avoir relayé des posts sur Facebook. Oui. Donc ça vous montre l'état du pays, qu'il y a eu une diversification politique. C'est la même chose, on peut aller même voir Ali Bongo, que maintenant certains veulent nous présenter en champion du panafricanisme, ou M. Kabila, qui, dès lors qu'ils sont lâchés par leurs anciens partenaires, diversifient leurs alliances géostratégiques, et c'est la moindre des choses. Alors, la Russie et la Chine, moi je suis partant, partie prenante, mais après Israël, etc., on peut se questionner. Il s'est aussi rapproché des États-Unis, on ne le dit pas. Donc la diversification de ces alliances n'a permis qu'une chose, une stabilisation du système politique voulu par Biya,
un enrichissement sur un certain nombre d'accords qui ont été posés et passés avec d'autres partis et d'autres forces que nous venons de citer, mais ça n'a absolument pas bénéficié au pays. Moi, j'ai été dans les grandes artères au Cameroun, je n'ai pas vu ce dont mon cher ami et frère parle. Et c'est ça le problème, c'est que la plupart de ces truquements, de ces changements stratégiques ne bénéficient malheureusement qu'à ses dirigeants et qu'à leur clan, pas au peuple. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un état de démoralisation complète d'une grande partie de la population au Cameroun, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Mais non, il faut aussi dire la vérité. Il y a des gens qui se disent, qui ont voté Biya, tout le monde, c'est pas non plus un trucage globalisé qui a été effectué. Il y a des gens qui disent, à part Biya, il n'y a rien de mieux aujourd'hui, ils ne croient pas en Kamto, ils ne croient pas en Cabral Libi, ils ne croient pas aux candidats qui ont été énoncés, et ils se disent, oh, Biya, ce n'est pas le paradis, mais mieux vaut ce demi-enfer qu'un enfer total. Ben, ça c'est du ressort des Camerounais. Je ne suis pas Camerounais, mais je constate qu'on ne peut pas dire que Biya a été celui qui a permis à cette nation de tenir ou autre. Il s'est servi, son clan se sert, et aujourd'hui, c'est plus même par la volonté de son clan qui se représente que par lui-même. Vous pensez qu'un homme de 86 ans ne veut pas avoir envie de se reposer ? Quelqu'un qui dort dans les rassemblements politiques dans lesquels il est censé présider ces rassemblements, vous pensez qu'il n'a pas besoin à son âge de se reposer ? Le rythme d'un chef d'État, vous pensez qu'il a la vitalité pour le faire ? Soyons sérieux en réalité. Dans son hôtel privé qu'il a à Genève, il est bien plus à l'aise pour siroter ses cocktails et se reposer que à la présidence du Cameroun. C'est son clan qui dirige le Cameroun, parce que son clan s'enrichit dans cette situation, et le nier après, je vais encore recevoir des menaces de mort derrière le net, mais quand on se voit en façade, il baisse les yeux, de ces partisans qui vont m'insulter en disant « sale béninois » comme ça a été fait la dernière fois. Comment oses-tu te prononcer sur l'affaire du Cameroun ? Non, moi je suis un panafricaniste, je me prononce sur tout ce qui a trait à la situation de notre peuple, et je suis triste que quelqu'un qui a dirigé pendant 36 ans n'ait pas été capable de faire en sorte que le Cameroun puisse être la puissance qu'elle mérite d'être. Le Nigeria est juste à côté. Je suis désolé de vous dire que le Nigeria, originellement, n'a rien de plus que le Cameroun, mais le Nigeria est aujourd'hui la première puissance du continent africain, et le Cameroun est en décrépitude. Voilà. Mais moi, je voudrais dire, tout en étant... Rapidement, en quelques secondes. Oui, tout en étant d'accord sur le fait que, sur le plan économique, la situation n'est pas rose. Un peuple n'a que les dirigeants ou le dirigeant qu'il mérite. Lorsque vous vous retrouvez au Cameroun et qu'on a une élection à un tour et qu'on a une opposition qui veut renverser un pouvoir qui a fait 36 ans, on ne va pas en rang dispersé. Et ça, c'est le rôle du... Maurice Kamto n'est pas en bonne intelligence avec Cabral Libi, n'est pas en bonne intelligence avec celui qui a remplacé l'opposant historique. John Fundi. Oui. Donc, lorsque vous vous retrouvez dans ces conditions-là, le pouvoir qui est installé depuis près de 4 décennies s'en sort. Et donc, on a beau tout dire, on a bien l'impression que l'opposition camerounaise n'est pas encore prête à prendre le pouvoir. Ça, c'est sûr. Mais l'opposition n'est pas le peuple. C'est-à-dire que quand vous avez des candidats qui multiplient les offres pour que le peuple puisse voter, le peuple n'est pas... Forcément, il est obligé d'être dispersé. Mais on ne peut pas accuser le peuple. C'est pas le peuple qui a dit « Soyez 1000 à vous présenter contre Biya ». Quand vous allez dans les artères camerounaises à Douala ou à Yaoundé, beaucoup auraient voulu qu'il y ait une candidature unique de l'opposition. Et ce cas se retrouve aussi au Congo, en RDC, où ils sont tous en train de faire la danse, le bal des opposants. Encore que dans ce cas-là, ils ont assuré qu'ils auraient un candidat unique. On attend de voir. Mais pour l'instant, on ne l'a pas trouvé. Ce que ça va donner. Donc, Elisabeth Lamadjouri, vous auriez voulu que Joshua Ozi, que Moïse Kamto et tout le monde soient unis du côté de l'opposition pour appeler à cette alternance-là. Ce n'est pas le cas. Nous allons évoluer. Il ne fait pas bon vivre non plus d'être opposant au Rwanda. Le parquet requiert 22 ans de prison contre Diane Rwigara. Votre avis sur les démêlés avec la justice de celle qui a affirmé, contrairement aux autorités, que son père avait été assassiné? Mais vous savez très bien que le Rwanda, évidemment, sur le plan économique, fait rêver apparemment, et que... Des chiffres excellents, à tout point de vue. Et que ceux qui sont les paragons du droit de l'hommisme, nos chers occidentaux, apprécient beaucoup ce pays. Et d'ailleurs, vous avez vu dernièrement encore, que ce soit à la tête de l'Union africaine, que ce soit au niveau du secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie, le Rwanda aujourd'hui a pillonné
millions sur eux. Et donc, nous avons des résultats économiques, apparemment, ce qui n'est pas une mauvaise chose, puisque avant de parler c'est très important de parler de liberté, de droits de l'homme, mais lorsque vous avez la liberté, les droits de l'homme sont sauvegardés, que vous ne mangez pas, finalement, ça devient presque la même chose. C'est le même esclavage. Et donc, ça, c'est un point. Maintenant, il faudra en même temps que vous assurez vous assurez le pain au peuple, il faudrait que, au niveau des libertés individuelles, que cela soit sauvegardé. La situation du Rwanda me laisse perplexe parce que on aurait aimé, évidemment, que nous ayons des modèles forts et que l'on puisse assurer le pain au peuple qui a beaucoup souffert, le peuple africain qui a beaucoup souffert, que dans ce sens, quelque chose se fait au Rwanda et que l'image du Rwanda aujourd'hui, dans ce sens-là, est évolutive. Malheureusement, sur le plan de la défense des libertés publiques, des droits de l'homme, il se pose beaucoup de problèmes. Et là, c'est quand même grave. Voilà. C'est quand même grave. Malheureusement, lorsque un gouvernement fait le jeu des Occidentaux, on ne voit pas cela puisque Kagame aide beaucoup à tout ce qui se passe en RDC notamment. Et donc, personnellement, ça me dérange. Camille Seba, qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que le Rwanda soit célébré, adulé, accompagné, même pour le poste de l'OIF récemment, alors que le Rwanda avait tourné le dos aux Français? On se retrouve encore avec la France qui appuie sur Rwanda là, mais des opposants peuvent encourir jusqu'à 22 ans de prison ferme, avec leur mère, leur sœur aussi, récemment, dans ce pays-là. Bon, l'opposition en danger, c'est pas une particularité rwandaise. Je pense c'est une particularité africaine. Je pense que c'est une spécialité maison, continentale. Sur ce terrain-là, je pense qu'on ne pourra pas être en désaccord. Maintenant, il y a une réalité, c'est le choix dès le départ des alliances stratégiques du Rwanda au lendemain du chaos que cette nation a connu. Le Rwanda s'est allié avec des forces qui l'ont propulsé, les forces anglo-saxonnes dans un premier temps, les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël, dont on parle très peu, qui a été très présente aux côtés de Kagame pendant des années, d'accord. Et Kagame a mis l'accent sur la notion, l'obsession de la croissance économique et du développement. Et on dit toujours qu'une nation qui part du chaos ne peut que connaître, une nation qui est sous-développée ou qui est en état de chaos clinique, ne peut connaître qu'un développement exponentiel dès lors qu'il se met au travail et qu'il va dans cette orientation. Donc les alliances et les parrains de Kagame dans la sous-région lui ont permis quelque part de connaître cette ascension. Et aujourd'hui, les chiffres, on dit les hommes peuvent mentir, mais les chiffres ne mentent pas. Et bien forcément, les chiffres de croissance économique de ce pays font en sorte que dans le monde néolibéral dans lequel nous vivons, le Rwanda est un modèle. Maintenant, quand on veut être sur un terrain beaucoup plus de la morale ou un terrain de la réflexion politique de fond, ce que Kagame fait ou ce dont il est accusé dans la sous-région, notamment au Kivu, où l'oligarchie rwandaise est partie prenante avec aussi les dirigeants congolais. Où on les accuse très clairement d'extraire le coltan et de participer au pillage, même si moi je fais partie des gens qui pensent qu'on ne peut pas réduire la déstabilisation du Kivu au seul Rwanda. Les Congolais, pour moi, ont une responsabilité aussi dans ce qui se passe, mais il est évident que le rôle de Kagame fait qu'on ne peut pas le présenter comme un modèle. En tout cas, je ne pourrai jamais le faire sur cette question-là. Mais Kagame symbolise ce que l'Occident aime. Un pays qui parle son langage, le langage de la croissance économique, du développement, et qui est capable de créer des infrastructures à une vitesse galopante en étant en harmonie avec les intérêts des puissances majoritaires de l'oligarchie d'Occident, que sont les puissances anglo-saxonnes. Voilà. Camille Seba, je reste avec vous. On a vu la décision de Washington d'exclure la Mauritanie de l'AGOA, African Growth and Opportunity Act. La portée économique semble peut-être ténue. On vous a vu, à travers l'ONG Urgence panafricaniste, faire beaucoup de sit-in, faire des manifestations et appeler à ce que cette situation-là change en Mauritanie. Vous avez soutenu ouvertement Ould Abed notamment, qui est aujourd'hui... Qui a préfacé mon dernier livre. Voilà, et qui est aujourd'hui en prison. Et quel sens revêt, à vos yeux, cette décision de Donald Trump? Non, cette décision de Donald Trump, en réalité, j'ai pas envie tant de m'appesantir sur Trump, j'ai envie de m'appesantir sur nous. Après, je vais revenir, si vous le permettez, sur Trump. Allez-y. Ce qui est scandaleux, ce qui est pathétique, ce qui est triste, c'est que cette décision-là, cette sanction symbolique, plus symbolique qu'effective, parce que ça n'aura pas non plus de grands dommages, je pense, sur l'économie mauritanienne en tant que telle, mais elles ne proviennent pas des institutions africaines. Moi, je me questionne.
On est au XXIe siècle. La Mauritanie, pour son esclavage, n'a jamais été condamnée par les instances continentales, ou alors vraiment peut-être en chuchotant dans des bruits de couloir. Mais Trump arrive, négrophobe de son État, quelqu'un qui n'aime pas particulièrement les pays du tiers-monde, et fait en une décision ce que les instances continentales africaines n'ont pas été capables de faire. Je pense qu'il y a un questionnement à avoir vis-à-vis de nous-mêmes sur la manière dont nous sommes capables d'appréhender notre propre valeur. Que sur notre continent, l'esclavage soit encore présent aujourd'hui et que ça n'indigne pas plus que ça les gens. On est beaucoup plus omnibulés par ce qui se passe en Palestine ou ce qui se passe en Birmanie que ce qui se passe en Mauritanie, d'accord ? Les Noirs sont spécialistes, les Africains sont spécialistes de pleurer pour les autres, mais quand c'est leur propre sort, ils détournent la tête parce que, quelque part, la vie de leurs semblables n'a pas trop de valeur. Trump arrive et en faisant ça, il est aussi dans un agenda global. C'est-à-dire qu'on sait très bien que Trump, au-delà de ce qu'il appelle les pays de merde, les pays africains, excusez-moi la vulgarité, ce sont ses propos, pas les miens évidemment, il a aussi un combat vis-à-vis des nations dites musulmanes en tant que telles, et la Mauritanie est pour lui, pour le coup, vraiment un pays de merde. Et sur ce terrain-là, j'ai envie de vous dire que l'oligarque, non, ne vous inquiétez pas, je ne franchirai pas les limites, mais que la direction politique de la Mauritanie, objectivement, n'est pas un pays en or ou un pays de diamants. C'est un pays qui ne va pas dans la bonne direction. Et Trump, en sanctionnant, le fait de manière symbolique, le fait aussi toujours dans sa guerre contre ces pays qui le méprisent, d'accord, puisque c'est quelqu'un qui est aligné sur un axe complètement opposé aux nations dites de la prétendue Oumma en tant que telle. Et je pense en réalité qu'il faut, à un certain moment, être capable de prendre ce qu'il y a à prendre. Des sanctions, c'est toujours bien à prendre pour ce pays qui est un pays suprémaciste, berbère, qui ostracise une grande partie de notre population. Et l'Afrique doit s'interroger, se questionner sur son inaction vis-à-vis du cas de mon frère qui est emprisonné aujourd'hui, Biram Dahabed, à qui je passe une grosse salutation, notamment à sa femme, qui est plus que jamais courageuse en ce moment, ainsi que son staff à l'IRA. Voilà. Les autorités mauritaniennes ont raillé la décision. Ils ont notamment cité l'affaire Khashoggi, dans laquelle les Américains n'ont pas annulé le contrat d'armement de quelques 110 milliards de dollars entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Et Belabella Diovi, est-ce que c'est parce que ce sont des Africains qu'on tape dessus, ou bien les États-Unis sont capables de faire cela aujourd'hui, de faire la même chose à une grande nation? Ah non, je pense que la Mauritanie n'a pas raison de donner l'exemple de l'Arabie Saoudite, parce que lorsque vous vous comportez mal, il faut rectifier les choses. C'est vrai qu'il y a eu des efforts, puisque la question de l'esclavage en Mauritanie, mais pas que. Parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, on parle de nos sœurs, notamment, que ce soit au Maroc, que ce soit en Libye ou autres, qui vivent des situations similaires, même au Liban, notamment. Tout cela. Donc, non, je pense que la Mauritanie doit aller loin. Et effectivement, il faut regretter que les instances africaines n'aient pas pris leurs responsabilités, que ce soit Washington qui agit. Mais c'est symbolique parce que, ne l'oubliez pas, AGOA, c'est depuis l'an 2000 et que c'est 7 ans plus tard, en 2007, que la Mauritanie a été intégrée à l'AGOA, et que vous savez très bien que ce que la Mauritanie exporte, c'est pas tant que ça des produits manufacturés, mais c'est beaucoup plus des hydrocarbures, c'est beaucoup plus du phosphate et autres, et que donc il n'y a pas économiquement une incidence forte. Ça sert peut-être d'exemple, et effectivement c'est destructeur sur le plan diplomatique, mais Washington a voulu à travers cela jouer un peu sur la fibre droit de l'homme, et si ça permet également à Donald Trump de revenir un peu dans les mémoires positivement, c'est tant mieux, puisque vous ne l'oubliez pas, récemment des activistes de droits de l'homme américains étaient à Nouakchott, et ils n'ont pas pu entrer à l'intérieur du pays pour soutenir des organisations, des associations de défense des droits de l'homme. Donc tout ça a joué dans ce qui s'est passé. De toutes les manières, je pense que si ce que Donald Trump vient de faire, pour qu'à l'horizon 2019, notamment au 1er janvier, qu'il y ait une autre situation que ce qu'on a aujourd'hui. Il faut que la Mauritanie fasse amende honorable, et que cela serve d'exemple également à tous les pays arabes qui nous entourent et qui souvent
se donne à ce trafic de toutes les manières. C'est une histoire aussi vieille que le monde. Il va falloir que les choses changent, mais il va falloir davantage que l'Afrique prenne ses responsabilités. Voilà, vous êtes Élisée Ribella Beladjovi, journaliste internationaliste, également écrivain, auteur notamment de La diplomatie béninoise à l'ère du changement. Et ainsi croit-il, mon carnet de voyage sur Lars Cotonou Beijing, 40 ans après. Face à vous aujourd'hui, Kémy Séba, président de l'ONG Urgence panafricaniste, L'Afrique libre ou la mort, le récent ouvrage préfacé par Miram Ould Abed, j'y arrive, Supranégritude également et Black Nihilisme. Messieurs, merci d'avoir été des nôtres, merci d'avoir exposé vos avis sur le plateau de Angle de Vue. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. D'ici là, pour notre numéro de votre émission, portez-vous bien, merci. À très bientôt.